Bonjour et bienvenue dans Sans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Aujourd'hui, Damien vient nous parler de son rapport au corps en tant qu'homme, mais pas que. On a parlé de représentation masculine dans la société, de connecter le corps et l'esprit, ou encore de tenter des expériences hors du commun pour apprendre à mieux se connaître et s'accepter. Qu'on soit homme, femme ou autre, le rapport et l'acceptation de soi est un grand sujet. J'espère que vous pourrez trouver des clés qui vous aideront dans votre propre chemin grâce à cet épisode et au parcours de Damien. Je vous laisse écouter l'épisode et on se retrouve juste après pour plus d'informations. Bonjour Damien. Bonjour Manon. Comment tu vas ? Eh bien écoute, ça va, je suis très reconnaissant d'être là sur l'antenne avec toi. Et je sors d'une grosse crève aussi, donc je me remets gentiment de ça. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu as accepté de venir raconter ton histoire sur le podcast ? Ben en fait, je pense qu'il y a eu un alignement des planètes, dans le sens où moi ça fait des années que je m'intéresse à un tas de sujets, et que je vois l'intérêt de me retrouver dans les histoires en fait d'autres personnes dans les podcasts et en plus le sans tabou, ben ça me parle vraiment en fait. Donc je me dis que j'ai envie de faire aussi, d'utiliser mon expérience au service, des auditeurs. Trop bien, ça nous parle beaucoup. On va parler parce qu'on a très peu d'hommes sur le podcast. En vrai, c'est très compliqué pour les hommes de parler de leurs propres expériences et de comment ils se sentent face aux tabous, etc. Alors que quand on va dans la rue et qu'on demande aux gens « Est-ce que vous avez des tabous ?» tout le monde nous dit non. Et puis après, quand il faut parler de soi, c'est compliqué. Est-ce que tu peux dire un peu de toi ? Comment est-ce que tu ressens ? Comment est-ce que tu perçois le tabou du rapport au corps chez l'homme? Oui, je peux tenter de le faire. En fait, le tabou je pense que c'est tabou parce que déjà on en parle peu ou pas du rapport du corps chez l'homme. Et puis c'est aussi, ça a été pour moi un parcours de vie en fait de m'intéresser à ce sujet, notamment de par ma sexualité et aussi du fait que je n'avais aucune référence pour savoir qu'est-ce qui était acceptable, qu'est-ce qui l'était pas, qu'est-ce que je devais être, à quoi je devais m'identifier, etc. Donc ça a pris une grande place dans ma vie, hein, et ça a été un aspect simplement. Mais je me rends compte que finalement, quelle que soit la sexualité qu'on vit, le rapport du corps chez l'homme est quelque chose dont on ne parle pas ou très peu. Et je me rends compte aussi au travers des expériences de vie que j'ai, des gens que je rencontre, que c'est quelque chose en fait qui est vraiment difficile finalement parce que chacun est dans son coin et sans vraiment avoir de piliers, de rôle modèle, d'expérience en fait. Et c'est la raison pour laquelle j'accepte et je souhaite parler de ma propre expérience. Et puis, on y reviendra un peu plus tard dans la conversation, mais il y a aussi ce que la société nous renvoie, toutes les images auxquelles on est confronté, auxquelles on s'identifie, etc. Ça veut dire quoi pour toi s'accepter ? C'est quoi ta définition de s'accepter ? Et après, on va voir comment on y arrive. Mais Je pourrais en donner plein parce que je pense qu'on ne peut pas synthétiser en une seule phrase que de s'accepter. Mais je dirais, en ce qui me concerne, c'est le courage, en fait, d'être authentique. Mais pas seulement être authentique et vulnérable, c'est-à-dire vivre ses émotions et accepter de les partager. C'est aussi accepter d'être imparfait, c'est-à-dire que si je peux donner un exemple concret, parlant, moi, j'ai grandi avec la conviction que j'étais trop sensible. Et en fait, aujourd'hui, j'utilise cette hypersensibilité comme un levier,
comme quelque chose, comme un cadeau, quoi. C'est un cadeau de la vie et qui me permet de vivre des expériences fantastiques. Pour moi, mais aussi au service des autres. Parce que tu as parlé de ce que renvoie la société, de rôle modèle, etc. Moi, en tant que femme, j'avais l'impression que les hommes avaient des modèles auxquels s'identifier, mais que c'était toujours des modèles, il fallait être athlétique, sportif, sans aucune émotion, justement, vraiment que la définition d'un homme, c'était ça. À quel moment est-ce que toi, t'as compris que tu pouvais pas t'identifier à ça, et comment est-ce que tu l'as compris? En fait, je pense que j'ai toujours ressenti dans mon corps qu'il y avait quelque chose de toxique par rapport à ça. Toxique parce qu'en fait, c'est très limité, c'est très limitant. C'est-à-dire qu'on peut pas être intégré comme personne si on n'a que cet aspect-là pour se référer, qui reflète ce qu'est d'être un homme, ce qui reflète d'être de la masculinité. Ça peut être un aspect, mais tout le monde ne s'identifie pas ou ne se retrouve pas dans ce stéréotype justement d'athlète sportif, enfin du mec costaud, un peu bourrin, enfin toutes ces choses qu'on voit dans les films, dans les performances, qui sont aussi héritées, qu'on le veuille ou non, de nos grands-parents, de nos parents, de notre histoire. Donc je sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Comment est-ce que du coup, toi, t'as réussi à trouver ton chemin sans avoir personne auquel t'identifier? Est-ce que t'as justement trouvé des modèles par la suite ou est-ce que tu t'es construit ton propre modèle? Oui, je me suis construit mon propre modèle à travers les autres, mais je pense qui moi me rend justement ce qui fait que j'arrive à m'accepter tel que je suis. Alors il y a cet aspect du corps qui est forcément important, mais il y a aussi cet aspect, de l'esprit, du cœur, de la spiritualité et cetera, et je pense que la grande confusion et l'erreur qu'on fait, c'est de pas intégrer ces aspects-là, et du coup ça produit des gens qui sont complètement dissociés, Mmh. et on peut pas être heureux, on peut pas être nous-mêmes, on peut pas s'accepter si on est dissocié. On a tous une part de masculinité, qu'on soit un homme ou une femme, et une part de féminité, hein. C'est le yin et le yang, il y a des polarités comme ça. Si on n'arrive pas à les intégrer, ou si elles sont basées uniquement sur des stéréotypes, ça crée des frictions, ça crée des choses qui sont pas vivables finalement. Donc moi, je pense que, avec un parcours, tumultueux, j'ai exploré un peu ça, j'ai exploré différentes avenues, j'ai été voir un peu, je me suis, oui, je crois que c'est ça, c'est le cumul de mes expériences, et j'ai aussi, je suis parti vivre, depuis 6 ans maintenant, en Grande-Bretagne, à Londres, et ça m'a permis une ouverture sur le monde que j'avais pas forcément venant de Bretagne. J'adore la Bretagne, mais c'est aussi, beaucoup plus restreint comme en termes de diversité, de modèles, enfin voilà, Mmh. il y a moins de monde, il y a moins de genres aussi, il y a moins de différences. Donc je crois que le voyage a été, nécessaire, pour moi pour réussir ça, mais je pense que ça avait quand même démarré avant ça. Parce que je crois que, en ce qui me concerne, je peux être heureux dans la vie uniquement si je suis mon instinct, si je suis mon cœur. J'ai réussi, je crois, à le faire même dans des différents contextes en France ou expérimenter. Alors, je sais pas, je vais donner un exemple parlant pour les auditeurs. Je me souviens, vivre à Paris, et puis, j'avais envie d'un peu de couleur, j'avais envie de me sentir un peu plus vivant que cette vie un peu grise et maussade que je ressentais, et je me suis dit: «Qu'est-ce que je peux faire?» J'ai envie aussi de découvrir un peu, j'étais déjà dans une relation, avec un homme à ce moment-là, mais il y avait quelque chose qui m'appelait quoi, quelque chose donc j'essayais d'explorer un peu différentes avenues, et je me dis: «Tiens, j'ai trouvé ce club sportif, pour personnes, LGBT». Je parle de ça, je sais pas, ça fait peut-être 10 ou 15 ans, j'en sais rien, et je me dis: «Tiens, j'aime nager en fait, je vais essayer ça», et donc je me pointe, j'organise le truc, je me pointe et cetera, et puis là, le gros moment, alors ça, c'est le moment, je pense que plein de gens se reconnaîtront là-dedans, le moment des vestiaires. Donc on change, et en fait, moi j'étais à 100 000 lieues de m'imaginer tout ça, mais les mecs ils étaient tous comme des Apollons, hyper musclés, moi j'étais un peu bedonnant, pas super fit, et cetera. Donc déjà gros décalage. Alors que bon, je me disais: «Je sais nager, j'ai fait
vois, j'ai fait des cours de natation et tout. Mais là, déjà, je me heurte à un truc, je fais pas partie de la bande, quoi. Il y a quelque chose de... Donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, je vais dans la piscine et là, je me rends très bien compte que tous ces mecs-là, ça fait des années qu'ils nagent, qu'ils font des championnats et tout ça. Le maître nageur vient me voir et me dit, je pense qu'il va falloir que tu viennes à un autre cours. Et ça a été très humiliant. Enfin, il a pas voulu m'humilier, mais je l'ai vécu un petit peu comme ça. Et ça a mis l'accent en fait sur tout ce dont j'avais déjà du mal à la base, un peu en relation de l'image du corps, de comment je vivais ça, etc. Et au final, comme il proposait d'autres activités, je suis allée faire de la danse avec des mecs aussi. Mais là, je me suis marrée, c'était génial parce qu'en fait, on pouvait se déguiser, on pouvait prendre des rôles, on pouvait être qui on voulait. Et donc, en fait, là, la masculinité, du coup, elle avait toute une autre dimension. Et je m'y retrouvais dans cette richesse-là, dans cette variété, il y avait des formes différentes, des tailles différentes. Et donc, voilà, tout ça pour dire que je crois qu'il y a un travail pour moi d'exploration continue pour sortir un peu du périmètre et voir ce qui se passe autour. J'aime beaucoup cette histoire parce que tu dis c'était humiliant et en même temps tu le racontes avec beaucoup de sourire. Alors les gens le voient pas mais j'espère qu'ils l'entendent parce que tu le racontes vraiment avec beaucoup de sourire et on a l'impression que c'était une expérience géniale cette histoire de piscine alors qu'en fait tu dis c'était très humiliant. Donc c'est assez ça m'a un peu perturbée dans la façon dont je dois répondre. Est-ce que je dois sourire? Est-ce que je dois avoir de l'empathie? Je ne sais pas. Je peux pas décider pour toi, mais moi, la façon dont je le vis, en fait, c'est que je sais pas si tu connais Brené Brown. Non. C'est une personne qui me fascine et elle est docteure. Elle fait de la recherche, ça fait 20 ans qu'elle fait de la recherche sur la notion de shame, la honte. Okay. Et donc, pas que, mais je vais pas m'étendre trop sur le sujet. Mais elle dit, en fait, il faut apprivoiser son histoire, sinon elle nous possède. Et en fait, je crois que c'est ça que je viens de raconter. C'est que maintenant, oui, ça s'est passé. Oui, j'ai ressenti l'humiliation. Mais en fait, j'ai la capacité de distinguer ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti, et d'avoir moved away from that. D'avoir avancé. Ouais. D'être passé à autre chose. D'être passé à autre chose. C'est quoi, du coup, les grosses étapes que tu as, peut-être mis à part cette expérience à la piscine, c'est quoi les grosses étapes que tu as dû franchir pour arriver à cette acceptation complète de toi? Aussi bien du corps que de l'esprit que de tout. Je sais pas si on aura assez de temps vraiment pour que je réponde à cette question, mais je vais essayer de synthétiser. Les grosses étapes. En fait, déjà, je voudrais dire que cette notion-là de la relation au corps, pour moi, ça a été un fardeau. Vraiment un fardeau. Moi, je pense depuis l'école, j'ai grandi en ayant pris plus de poids que la moyenne et mes parents se sont rendus compte de ça et j'ai été voir ce qu'on appelle un endocrinologue, quelqu'un qui s'occupe des problèmes des glandes, etc., pour voir les dysfonctionnements. Et on m'a montré un carnet de santé et on m'a dit, j'avais 12 ans à l'époque, 11 ans, on m'a dit, voilà, Damien, si on ne fait rien, dans quelques années, tu es sur la courbe d'obésité. Et si on ne fait rien, il y a de fortes chances que tu sois obèse. Donc ça a commencé comme ça un peu mon histoire, où le rapport au corps, quoi. Et donc à 11 ans, j'ai fait mon premier régime et ça a duré, je pense, pendant une quinzaine d'années derrière, 15 à 20 ans. En passant par des phases de boulimie, donc à se faire vomir. Oui, avec vraiment une haine de son propre corps, quoi. Donc, il y a eu plusieurs étapes qui m'ont permis de graduellement me libérer de tout ça. Et je pense que je fais un peu le parallèle avec ce podcast, c'est étonnant, mais en fait, je pense quand j'avais 18 ans, je me suis retrouvé dans une émission de télé qui parlait des troubles du comportement alimentaire et du rapport au corps et toutes ces choses-là, de choses qu'on me parle. Et en fait, j'ai dit à personne que j'allais faire ce truc-là, mais ça a été libérateur. Et pourquoi je raconte ça? C'est parce que dans toutes les expériences que j'ai vécues, et encore aujourd'hui, je crois que il y a un dénominateur commun, c'est justement de briser le tabou, de passer de la phase en fait où on se trouve dans le secret, dans qui cultive en fait ce phénomène de honte, de partager ça avec d'autres et en fait qui
qui se retrouvent dans notre histoire, qui se retrouvent. Et parfois, c'est sur des choses un petit peu intermédiaires. C'est pas forcément, les gens font pas forcément tous de la boulimie, mais ils peuvent connecter leur cœur et leurs âmes à la personne, à moi en l'occurrence, qui parle devant cette émission de télé. Enfin, donc ça a été une des étapes clés. Il y a eu vraiment quelque chose qui a changé. Et pourtant, j'étais pas du tout gros. Quand j'ai vu l'émission, je me suis dit, mais j'étais vraiment j'étais très sportif et très fit quoi quand j'ai fait ce truc-là. Mais c'est pas grave, l'image reste. Et juste pour donner quand même un peu à quel point c'est allé loin ce truc-là, j'étais venu avec mon livre pour montrer en fait, j'avais un livre comme un journal de bord où je marquais tous les repas que je prenais, combien de fois je courais, combien de fois je me faisais vomir, etc. Enfin, c'était un nightmare. Mais voilà, le fait d'en avoir parlé, sans me sentir observé par mes proches, a permis quelque chose de vraiment profond. C'est le regard des proches qui est plus difficile plutôt que le regard de la société entière. Non, je crois que c'est le regard qu'on porte sur soi. Ah ouais. Oui, je crois pas. Enfin, forcément, le regard des proches influence forcément le regard de la société, mais en fait, bien souvent, c'est ce qu'on projette et c'est les histoires qu'on se raconte qui font du mal. D'ailleurs, tu as dit, j'étais pas du tout gros quand j'ai fait cette émission, quand je regarde les images, je suis sportif, etc. Il y a vraiment une différence profonde entre l'image que tu as de toi et le vrai physique que tu as à ce moment-là. Est-ce que toi, dans ta tête, à ce moment-là, tu te voyais plus gros que ça Oui, il y a certainement de ça. Et puis, c'est pas quelque chose qui est statique, en fait. Parce que, oui, je pense que l'image perçue, mais qu'on fasse de la boulimie ou pas, hein, elle est différente de ce que les autres perçoivent. Mais je crois que c'est exacerbé, en fait. Quand quelqu'un a été gros ou perçu comme étant gros, ben souvent, oui, ça met du temps, en fait, pour réajuster. Alors, quand on fait constamment le yo-yo, ben on a un peu de mal à se stabiliser dans l'image qu'on a de soi. Mais en fin de compte, ce que j'ai appris, alors peut-être que je développerai ça dans une autre question, mais ce que j'ai appris aussi, c'est que il y a le corps, mais il y a l'esprit en fait, et tout ça, ça va ensemble. Bah vas-y, on peut parler de cette histoire de corps et d'esprit, ça fait 2 fois que tu le mentionnes. En fait, moi, quand j'ai préparé un peu ce podcast, je me demandais, est-ce que s'accepter physiquement et accepter la personne qu'on est, dans sa personnalité, t'as parlé de spiritualité aussi, est-ce que c'était le même process ou pas? Et c'est vrai que toi, tu t'as dit du coup juste avant que, en fait, c'était complètement lié. Dans ma tête, je l'avais pas du tout lié. Pour moi, c'était complètement dissocié. Donc voilà, est-ce que c'est le même process et comment est-ce qu'on fait pour lier les deux quand on les a complètement dissociés depuis très longtemps? C'est une question intéressante. Oui, effectivement, je crois que bon, on peut pas s'atteler à tout en même temps. Paradoxalement, et on vit dans un monde qui est paradoxe, hein, constamment, on jongle avec ça. Paradoxalement, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, je vais parler de mon expérience. C'est pas, je prône pas ça, mais je peux parler de ce que je connais. Moi, ça fait bientôt maintenant 6 ans que j'ai fait partie d'un groupe thérapie pour hommes. Et souvent, les gens, surtout en France, on a une fausse image de ce que, enfin, oui, on projette des choses sur ce qu'est le mot thérapie, ça fait un peu peur. Alors qu'en fait, dans mon expérience, ce sont des gens comme toi et moi qui sont actifs, qui sont plus ou moins équilibrés. Enfin, on parle pas de maladie, mais en revanche, on utilise les situations présentes. En fait, c'est comme un laboratoire où on va utiliser ce qui est présent pour en extraire le jus et un peu se faire des effets miroirs. C'est-à-dire que moi, si j'ai l'impression, disons maintenant aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle m'en veut quoi, elle me regarde vraiment avec un air bizarre. Dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui va pas être dit, tu vois? Je vais pas venir nécessairement te voir et te dire: «Bah, je voudrais vérifier un truc avec toi parce que j'ai l'impression que tu m'en veux» ou enfin, 9 fois sur 10, ça se passe pas comme ça. Et ça, en fait, c'est quelque chose que j'expérimente dans ce laboratoire de groupe thérapie où finalement on vient muscler ça. C'est comme une salle de gym. On vient muscler ça et on vient chercher quelque chose en nous vraiment qui résiste à poser cette question ou une autre machin et venir challenger ça pour pouvoir ouvrir quelque chose d'autre. Et je pense sincèrement que je serais pas en capacité de parler sur cette chaîne de podcast si j'avais pas fait ce boulot. Donc ça a nourri mon esprit et ça le nourrit toujours.
Bon, il y a plein d'autres choses, hein, que je fais. J'ai essayé plein de choses, et j'ai fait un programme qui s'appelle le Quest for Gay Men, quand je suis arrivé à Londres, et c'est basé sur de l'intelligence collective émotionnelle. Et là encore, le dénominateur commun que je vois, je peux faire le parallèle avec toutes les expériences que je vis, c'est le pouvoir d'être, on dit witness en anglais. Je sais pas, témoin, ça, je sais pas si ça marche tellement bien, mais d'avoir, en fait, d'être vu Mmh. et d'être entendu et d'être senti dans nos moments où on est le plus vulnérable. Et la vulnérabilité, c'est pas forcément des larmes, ça peut être de la joie, ça peut être tout un tas d'émotions. En général, quand on parle d'émotions, les gens, ils sont capables de dire joyeux, triste, content, je ne sais quoi. Il y a plus de 82 émotions, donc on a un langage hyper restreint. Et donc, ben ça, c'est toutes ces choses-là. Je passe mon temps à m'immerser dans ce genre de programme où j'apprends finalement à nourrir mon esprit et mon corps. J'ai plus autant d'efforts à faire en fait. Alors des fois les gens me demandent mais comment t'as réussi à te stabiliser. Alors j'ai toujours un peu le yo-yo là. Je sais qu'en ce moment bon je suis un peu dans le bon point et tout ça, mais ça me mine pas le cerveau. J'y pense pas jour et nuit comme ça aurait été dans le passé. Et tu me demandais par rapport aux étapes clés. Moi, une étape clé, ça a été de prendre la décision ferme et définitive de plus jamais me peser. Mmh. Donc, si je fluctue d'1 kilo ou 2, je le sais pas. Si j'en fluctue de 2 ou 3, mes pantalons ou mes slips me le disent. Donc, ça a été, c'est aussi, enfin, vraiment, je veux pas donner des conseils, mais si tu peux en donner un aux gens qui se trouvent un peu obsédés par leur poids, etc., faut arrêter de se peser, quoi. Enfin, vraiment, Ouais. c'est vraiment, pour moi, ça a été une clé. Et puis aussi, arrêter les régimes. Ils fonctionnent tous, les régimes. Je pense que je les ai tous faits. C'est un peu ambitieux de dire ça, mais j'en ai fait plein, plein, plein. Et ils fonctionnent tous, mais ils fonctionnent 6 semaines. Et après, ben, c'est le même bordel. Donc du coup, c'est de réussir à créer cet équilibre. Je pense qu'on n'y arrive jamais vraiment, mais de jongler un peu avec ça, entre nourrir le corps, nourrir l'esprit. Et quand je dis le corps, c'est le corps physique, le corps émotionnel, le corps du cœur. On n'est pas juste un paquet de flèches, de peau, de chair. J'aime beaucoup cette décision ferme et définitive de ne plus jamais se peser. Ça Je l'ai marche, prise aussi il y a quelques années et c'est plutôt cool. ouais. C'est une charge mentale en moins. Oui, carrément. Et puis même avec le rapport aux autres, en fait, enfin, je trouve que c'est beaucoup plus simple, quoi, d'arrêter de se dire, bah, je fais tant de kilos de plus que cette personne ou de moins ou mince. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus sain de ne pas avoir de chiffres, en fait, dans la tête. Ouais, et puis en plus, je pense vraiment que c'est regarder au mauvais endroit. Parce que en fait, c'est quoi? Quand notre poids il fluctue comme ça de manière conséquente, 1 kilo ou 2, hein, c'est normal, j'ai envie de dire. Mais quand ça fluctue plus, souvent c'est qu'il y a un dérèglement. Et je crois que l'erreur qu'on fait, c'est qu'au lieu en fait, c'est une conséquence. Et on essaye de résoudre un problème sans vraiment regarder la cause. Moi, j'essaie, par exemple, en ce qui me concerne, il y a un lien de cause à effet entre mes émotions et mon poids. Si je les supprime, si je me renferme, si je ne peux pas m'exprimer, en fait, j'internalise tout ça. Et ben, j'essaye de faire passer le goût amer avec du sucre, avec tout un tas de trucs. Il y en a qui boivent de l'alcool, fument des cigarettes. Enfin, Quand est-ce que tu as compris que ça allait être essentiel, nécessaire et important de t'accepter pleinement pour pouvoir vivre mieux ou juste bien ou être heureux? Je sais pas trop quelles sont les conséquences à bien s'accepter, mais voilà. Quand est-ce que tu l'as compris? je sais pas. Bah, je pense que je l'ai compris quand l'envie de me donner la mort a été plus forte que l'envie de vivre. Hmm. J'ai été beaucoup en dépression. J'ai fait des tentatives de suicide. Et je crois que oui, il y a eu un moment, je me suis rendu compte qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est quoi, du coup, aujourd'hui, les conséquences positives que tu vois au fait de t'accepter? Ben, c'est que j'ai plein à offrir. J'ai plein à offrir. C'est que j'ai des relations avec les gens qui sont authentiques.
c'est que je suis à l'aise dans mes pompes. Alors ça veut pas dire que j'ai pas de problème, mais ça veut dire que en fait, c'est de ressentir que j'ai viscéralement le droit d'exister dans ma différence et la sexualité en fait partie, mais pas que. Je peux parler, tu vois, en relation à ce qu'on disait, la masculinité, par exemple. Ma voix, c'est pas une voix que je trouve forcément très masculine dans l'idée que je m'en fais. Et l'une des raisons pour ça, jusqu'à tard, en fait, je sais pas, je sais pas quel âge exactement, mais je dirais jusqu'à 13-14 ans. Quand je décrochais, tu sais, on avait encore ces lignes téléphoniques fixes là dans nos maisons, et que je décrochais le téléphone, tu savais jamais pour qui c'était. On me demandait des infos, je sais pas, on me demande des trucs ou des infos par rapport à mes parents, j'en sais rien. On me raccrochait toujours en disant: «Bon, bah, merci madame», et ça me heurtait. Je me disais: «Mais pourquoi on me dit ça?» Et du coup, j'ai fait un complexe ici avec ce truc-là. Je pense que c'est important de le mentionner parce que je crois, enfin, j'imagine que je suis pas le seul homme, qui ait, vécu ce genre de choses. Après, il y a des femmes aussi qui vivent l'inverse. Et enfin, en fait, n'importe qui peut ne pas aimer sa voix. D'ailleurs, c'est souvent un questionnement qu'on a par rapport au podcast. Les gens disent souvent, mais moi, je peux pas faire un podcast, je supporte pas ma voix. Alors qu'en fait, la perception qu'on en a, c'est exactement comme le physique, tu disais tout à l'heure, la perception qu'on en a, c'est pas du tout la même, enfin souvent, que celle qu'ont les autres en face. Et en fait, tout fonctionne un peu de la même manière. Ouais, mais en fin de compte, c'est intéressant que tu dises ça, mais je crois que la seule chose que j'ai trouvée, il y en a peut-être d'autres, mais que j'ai trouvé, en fait, c'est de m'exposer dans des situations réelles pour pouvoir me rendre compte que c'était pas vrai. Parce que si 100 personnes me disent, même si c'est mon chanteur favori ou je ne sais qui vient me dire: «Mais si, tu as une voix extraordinaire, nanana», je ne le ressens pas, je l'entends. Donc la seule façon pour moi, c'est d'être, allé. J'ai fait un training, à Londres, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, je me suis présenté, j'ai dû faire un speech devant 80 personnes, alors que j'apprenais l'anglais, que j'aimais pas ma voix, que c'était terrifiant et cetera. Mais ça a débloqué quelque chose parce que je me suis dit: «Oh, bah, c'est peut-être pourri ce que j'ai fait, mais bon, je suis quand même capable, puis j'ai été, quoi». Et puis Ouais. les gens ont connecté avec mon émotion, ma vulnérabilité. Ils ont bien vu que j'étais terrifié. Donc ma terreur, elle parle aux autres. Sauf que les autres, ils sont assis et ils se disent encore pendant 10 ans: «Oh non, je peux pas, j'aime pas ma voix» ou «Je suis trop petit» ou ceci, cela. Et je crois que c'est ça, en fait, qui fait la différence. C'est vraiment il y a à un moment donné, il y a une notion de courage aussi, de se dire: «Bon, ben, c'est quand le moment où c'est trop pour m'empêcher de vivre ce que j'ai à vivre». T'as dit que t'avais plein à offrir aujourd'hui. On a parlé un petit peu avant cet échange et tu m'as parlé un petit peu de ton métier. Comment est-ce que tu offres aujourd'hui la possibilité aux personnes autour de toi, ou peut-être c'est que des hommes ou peut-être pas, de, eux, mieux vivre leur rapport au corps et à l'esprit? En fait, je suis masseur thérapeute spécialisé pour, les hommes, pour le moment. Pour la simple et bonne raison que c'est parce que je connais mieux, en fait, et aussi que, ben, je suis moi-même plus à l'aise. Donc du coup, ça fonctionne mieux. Et ben, en fait, sans rentrer dans les détails techniques, je crois que c'est par le massage, par le toucher, mais aussi par des expériences multisensorielles, de créer un espace où la personne se sent tellement en confiance, tellement où le système nerveux arrive à une place où il peut se relâcher complètement. Les personnes arrivent à accéder à des émotions qui leur sont pas nécessairement, ils sont pas juste en capacité d'accéder à ça. Et souvent, il y a beaucoup de larmes, mais c'est des larmes, je le ressens, des larmes qui sont du soulagement. Hmm. Et c'est pas tout le temps, c'est pas que ça dépend aussi des personnes avec qui je travaille, tout le monde ne vient pas rechercher la même chose. Mais je crois que c'est cette notion d'être perçu comme une entité à part entière et parfaite dans son imperfection, dans son unité. Et que le corps, en fait, on peut le voir, en fait, souvent, les gens sont dissociés, et l'approche que je propose, là où j'arrive à les aider, en fait, c'est en arrivant à cet état vraiment de confiance, de relaxation, de communiquer des choses par le toucher, par le massage, et cetera, par des sensations. Ils arrivent à reconnecter à leurs propres sensations dans leur corps.
Et en fait, souvent, après, je peux pas l'expliquer de façon, enfin, c'est pas le but de toute façon de l'expliquer scientifiquement, mais ça crée aussi des connexions avec le cerveau. Et donc tout ça, ça communique. On crée de l'endorphine, on crée tout un tas de molécules qui nous procurent du bien-être. Mais aussi, en fait, c'est moi je travaille quand c'est, propice à ça. Enfin moi j'utilise, on parle beaucoup de le sujet quand même, c'est le tabou. Moi c'est oui, je travaille avec l'énergie sexuelle aussi, pas que, mais ça fait partie. C'est-à-dire que quelqu'un qui va aller dans un salon de massage, un spa, et cetera, et on va cacher, si c'est une femme, on va lui cacher les seins, on va, lui cacher, les parties sexuelles ou les fesses, et cetera. Et en fait, moi ce que je propose, c'est une approche complètement différente. C'est que le bout du doigt, en fait, c'est la même peau que la peau du testicule, c'est la même peau. Alors c'est pas essayer de faire quelque chose, de faire apparaître quelque chose, mais c'est vraiment de considérer la personne comme d'être complètement intégré. Que je touche le lobe de l'oreille ou que je touche la partie du coccyx, les fesses, quoi que ce soit, en fait, il y a plus de barrière, quoi. Il y a plus tout ça. Et ça, je crois que ça permet aux gens qui sont prêts à ça, parce qu'il y a des gens que je refuse aussi, qui confondent un petit peu ma pratique avec des pratiques qui viennent chercher d'autres choses. Je leur dis, bah non, en fait, c'est pas ce que je propose. Mais en revanche, les gens qui sont réceptifs à ça, eh bien, il y a vraiment cette sensation de devenir graduellement aussi beaucoup plus intégré dans son corps, dans son esprit, et de se dire, en fait, il y a cette notion de shame là, de honte par rapport aux organes génitaux qu'on nous apprend à cacher, qu'on nous apprend à masquer, qu'on nous apprend à ne pas parler, etc. Et chacun est libre, hein, je prône rien. Mais ce que je constate, c'est que ça crée des compartiments dans la vie des gens. Et moi, tout ce dont j'ai essayé de faire de toute ma vie, c'est de décompartimentaliser, de désapprendre tous ces trucs-là. Moi, je vais me balader à la plage à poil, j'adore ça. Ça m'a mis des années à pouvoir me sentir libre, etc. Mais je veux dire, en fait, il y a quoi plus naturel que de nager nu et de pas, enfin, de s'en foutre en fait. Et j'y vais avec des amis, etc. Et c'est ça, cette notion de liberté, mais pas pour provoquer, mais pour vraiment être intégré, pour être plus libre. Et puis après, il y a des endroits, enfin voilà, j'irai pas faire ça n'importe où, mais c'est cette notion-là d'intégrer aussi. Je me sers beaucoup de la nudité. Je fais plein de choses pour moi que j'utilise dans mon travail aussi. Et la nudité, je crois que c'est quelque chose qui est clé, d'être confortable avec la nudité. Une des clés qui a été aussi pour moi, en termes de la relation du corps et de la masculinité et de comment ressentir son corps et de ne pas être à l'aise avec son corps, l'une des choses que j'ai faites très tôt quand je suis arrivée à Londres, je me suis mis à je suis allée avec terreur encore, à une séance de ce qu'ils appellent naked yoga. Alors je vois ça qui est une séance de yoga nu avec d'autres mecs et puis je me dis, voilà, ça a l'air terrifiant ce truc-là et tout ça, mais j'ai envie d'essayer quoi. Et puis il y a un aspect curiosité aussi, tu vois? Qu'est-ce que ça peut être, et cetera. Et en fait, je suis pas bien quand même, hein, quand j'y vais, je me dis, je sais pas qui c'est que je vais trouver là, enfin moi je suis pas hyper gaulé, machin, et cetera. Et en fait, je me rends compte qu'après, tu vois, il y a peut-être 3-4 minutes où il y a un petit temps de oula qui est là un peu, dans l'esprit du vestiaire là, mais en fait, très vite tout ça c'est oublié. Et je vis la séance comme un truc, mais c'est génial en fait, on peut tous être là, différentes couleurs, différentes tailles, et en fait être super à l'aise quoi. Je me suis sentie vraiment à ma place au bon moment et je me dis: «Mais waouh!» Enfin on devrait tous pouvoir expérimenter au moins une fois ce genre de truc pour voir les sensations que ça produit. Donc voilà, ça a été une autre étape et je continue à faire ce genre de truc. J'ai été faire une retraite tantra au Portugal l'an dernier, où il y avait du reiki, de la peinture sur corps, on dessine les chakras, et cetera. Enfin, tout un tas de trucs qui sont complètement, je crois, enfin moi je vis un peu dans un autre monde maintenant, j'ai l'impression, mais je crois que d'un point de vue de la société, ce sont des choses un peu tabous, quoi. Enfin, on n'en parle pas trop au repas de famille, même si tu fais, tu vois, tu ramènes pas trop ton truc et tout ça. Moi, je dis tout. En fait, je crois que cette notion de tabou et de non-dit a été vraiment au détriment de ma santé mentale et de mon bien-être.
qu'en fait, je crois que je me suis promis que tout ça, j'allais balayer tout ça, mais alors, et je dis pas que c'est facile. Ça me demande du cran, parfois, ça me demande du courage, je sais pas trop à quoi je m'expose, parfois c'est quoi me prendre des risques. Mais je suis devenue aussi un peu plus, sensible dans le sens où je mesure plus quand c'est approprié, c'est-à-dire, voilà, j'impose pas mon style avec, «Oh ben, je fais ci et ça». Si je vois que la personne est un peu ouverte, qui a envie d'en savoir plus, je suis content d'en parler, mais j'impose pas à tout le monde et n'importe qui sont pas forcément du tout, dans ces dimensions. Est-ce que tout ce qui t'effraie, en fait, tu le fais pour justement aller déconstruire plein de choses? Ah bah, ça, je dirais que c'est plutôt ma sœur, mais en fin de compte, quand j'y pense et quand je m'entends parler, je me dis que ouais, il y a un peu de ça. Ouais, je crois que j'ai pas forcément cette volonté, consciente de me dire, «Je vais faire tout ce qui me fait peur». Et il y a toujours des choses qui me enfin, est-ce qu'il y a des choses qui me font peur? Oui, certainement, je suis pas forcément au courant, mais oui, je crois qu'en fait, de mon expérience, la seule manière de pouvoir passer au-delà de la barrière, là, comme je te parle aujourd'hui, c'est mon premier podcast et tu vois, franchement, j'aurais pu y penser pendant 6 mois encore, à me dire: «Oh là là», tu vois? «Qu'est-ce que je vais dire? Et si, quelqu'un m'entend? Et si je dis un truc de travers?» et tout ça. Et là, je me dis: «Mais en fait, ça revient à cette notion de s'accepter». Mmh. C'est-à-dire que je peux être un moi authentique et me présenter, de façon naturelle et si ça déplaît, ben, ça déplaît. Ça va pas remettre en cause mon intégrité, l'amour que je me porte ou l'amour que les proches me portent. Est-ce que quand tu étais enfant, il y aurait eu quelque chose qui aurait pu t'aider à mieux vivre avec ton corps, ton enfance, ton adolescence? J'explique le fond de ma question. C'est en fait, est-ce que en tant qu'adulte, on peut apporter quelque chose, des clés, des conseils, à des enfants qui se sentent mal et qu'on aimerait voir grandir plus en accord avec eux-mêmes, en fait? Je crois que d'abord, ce qui est compliqué, c'est que personne n'apprend à être un bon parent, en fait et je pense qu'on est un bon parent si on est un bon parent pour soi. Mais il y a toujours des choses qu'on prévoit pas, des choses qu'on n'est pas équipé et cetera, donc c'est un peu compliqué. Mais si je parle de mon expérience à moi en tant qu'enfant, moi, ce qui m'aurait servi moi, je suis né en 86, donc de la génération un peu d'avant. En fait, je savais par exemple, la sexualité, c'était pas un sujet, c'était un tabou. On me parlait pas de sexualité, que ce soit en fait, le seul accès à la sexualité, ben, quand j'ai grandi, c'était, ben, ou les films ou un peu plus tard en étant ado, les pornos, les machins, mais jamais on m'a parlé donc ça m'aurait aidé, ouais, qu'on me parle de sexualité, qu'on me parle d'un petit peu de comment ça peut fonctionner, des choses comme ça, que ce soit pas un truc, honteux ou tu vois, un peu mis sous le tapis. Qu'on me parle aussi d'homosexualité parce que, ben, moi je voyais bien que j'étais différent, hein, que j'avais de l'attirance pour des garçons et que, ben, en fait, j'étais le seul, mouton noir dans mon monde, hein, j'avais pas de repères, j'avais pas de référence. Donc ça m'aurait aidé aussi d'avoir des rôles modèles. Je pense qu'il y en a plus aujourd'hui quand même. Donc ça aide, il y a des livres pour les enfants et cetera, mais enfin, est-ce que dans toutes les campagnes ou dans toutes les villes, on donne ces livres-là aux enfants? Je suis pas sûr. Mais de savoir un petit peu qu'il y a une question de choix. Je pense que mes parents l'ont très bien fait pour d'autres choses, de nous ouvrir un peu m'ouvrir un peu le monde. Mais en termes de ça, ouais, sexualité, d'être un peu informé sur la sexualité, je me rappelle quand j'ai demandé ce que c'était un préservatif, il y avait un truc qui revenait comme ça à la télé, il parlait de préservatif, j'avais demandé ce que c'était et puis, ils avaient filé un j'ai eu des conversations comme ça avec des amis qui ont eu des expériences similaires. Ils m'ont filé un magazine, avec un mode d'emploi, tu sais, bah, préservatif, machin. Ils ont demandé à ma sœur, qui avait 1 an et demi de plus que moi, de me lire le truc, tu vois? J'ai rien dû comprendre, mais enfin bon, j'avais un peu mieux compris. Donc ouais, il y a ça, je crois que ça m'aurait beaucoup aidé. Ou alors qu'il y ait aussi tu vois, j'ai vu mon père, il a voulu me faire faire du rugby quand j'avais 12 ans. Mon Dieu, pour moi, ça a été mon pire cauchemar.
Mais en fait, je me suis rendu compte qu'encore une fois, bon, déjà, j'étais pas une brute, hein. Moi, j'aimais bien les trucs un peu doux, un peu cool, etc. J'adorais la gymnastique, en revanche, mais bon, ça a pas duré longtemps, je sais pas pourquoi. J'ai vu un film récemment, en fait, où ils ont une équipe de football, de rugby ici à Londres, ça doit exister dans d'autres villes, où ils sont LGBT inclusive, quoi. Et du coup, je pense que si j'avais pu aussi m'identifier à d'autres mecs, avoir des échanges un peu différents que oh putain elle est bonne et tu vois des trucs un peu je caricature mais c'était quand même beaucoup ça à l'époque. Ben peut-être que je me serais retrouvé un peu plus dans ce sport, quoi. Est-ce que tu as un sujet tabou, malgré tout ce qu'on vient de dire? Est-ce qu'il y a un truc sur lequel bon, c'est un peu difficile de parler? Ben j'hésite, je veux pas faire peur aux auditeurs. Non, j'étais en train de regarder mes livres et puis je me dis alors il y a quoi polyamory, bipolaire, relation au corps, les fétiches, non, je sais pas. Non, je crois que franchement, je crois que j'ai plus aucun tabou, quoi. J'ai réussi à transcender ça. Et je crois que ça se ressent, en fait. Les gens, ils aiment parler avec moi parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas de retenue, quoi. Il n'y a pas de... Ouais, en fait, c'est ça. Transcender le tabou et ouais, ça apporte beaucoup de liberté. Trop bien. Merci beaucoup, Damien. Ben, avec plaisir. Merci à toi. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aussi vous voulez briser les tabous dans la société, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, vous pouvez en parler à vos amis, à votre famille, sur vos réseaux sociaux, partout. C'est souvent un bon argument pour entamer une conversation. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli d'écoute préférée pour avoir les notifications à chaque nouvel épisode. Retrouvez les notes de l'épisode sur le site www.sanstabou100tabou-au-podcast.com. Si vous souhaitez raconter votre histoire, vous pouvez nous écrire par mail à sanstabou100tabou-podcast@gmail.com. Et pour suivre nos aventures podcastiques ou discuter avec nous, ça se passe sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram sous le pseudo @positivestudio.podcasting et sur LinkedIn sur la page Sans Tabou ou celle de Positive Studio. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.